Merci de votre fidélité à Gangan TV. Bienvenue dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, ici, nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre pour impacter l'opinion. Un nouvel invité dans cette première partie de Café Débat pour parler politique, évidemment parler du cadre du dialogue politique. Il s'agit de Ahmed Tidiane Sylla. Il est le responsable communication de l'UFR, l'Union des forces républicaines. Avec lui, on va parler de la position et des propositions de l'UFR actuellement au sein du cadre du dialogue, pendant que l'opposition dite républicaine, elle, menace tout simplement de se retirer pour faire de lenteur observée dans la démarche du dit comité de suivi des accords du 12 octobre. Et puis comment le parti UFR se porte, bien entendu, c'est par ce sujet qu'on va d'abord commencer, puisque ce parti sort des élections législatives, pour certains laminées, pour d'autres renforcées. Et bien les réponses, il va nous les donner. Ahmed Tidiane Sylla, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci Ori, et merci à tous les téléspectateurs de la télé Ganga TV. Merci surtout de la disponibilité. Alors, avant qu'on ne parle de ce qui fait l'actualité en ce moment, vous êtes retourné au sein du cadre de dialogue, on va en parler, mais d'abord, le parti UFR, troisième parti sur l'échiquier politique guinéen. Pour beaucoup, c'est un parti qui est en train de subir une sorte de dégringolade sur l'échiquier politique. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état de santé politique de l'UFR aujourd'hui? Non, écoutez, l'UFR se porte très bien. Là, ceux qui parlent de dégringolade, moi je pense que c'est les propos tenus par nos adversaires. Au sortir de ces élections législatives, quand vous avez vu les résultats, le nombre de conseillers que nous avons obtenus sur l'étendue du territoire guinéen, on peut s'en féliciter. L'UFR a obtenu combien de conseillers? Voilà, nous avons plus de 200 conseillers. Ok. Voilà, j'ai entendu parler de plus de 400, donc finalement on n'a pas de chiffre fixe. Non, écoutez, je veux dire que je vais parler un peu par région. Okay. Nous sommes sortis, quand vous prenez la région de la Haute-Guinée, quand même, qui est une région quand même qui... certains partis pensaient que c'était leur bastion. Nous avons enregistré des avancées majeures. Nous avons eu beaucoup de conseils dans ces régions-là. En Haute-Guinée. En Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée également. On pensait que la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée était totalement fermée, mais l'UFR cette fois-ci a eu des conseillers là-bas. Nous avons réussi à percer totalement en Guinée forestière, quand même, qui est notre bastion traditionnel. Donc je veux dire que c'est vrai que ces élections, quelque part, ont été contre nous aussi. Il ne faut pas oublier que l'administration ne sont pas allés... Nous n'avons pas fait ces élections-là. L'adversaire qu'on avait lors de ces élections-là, c'était pas seulement que le RPG Arc-en-Ciel. Notre adversaire, c'était l'administration et l'armée. Vous avez vu, beaucoup de responsables au sommet de l'État zélés qui sont mêlés de ces élections-là, qui ont influencé les militants dans les bureaux de vote, les responsables des bureaux de vote à l'intérieur du pays. Voilà, vous avez vu beaucoup de cadres avec beaucoup d'argent passer le jour de vote distribué dans les endroits. Et même certaines personnes de l'armée qui sont mêlées de cela. On a des cas précis. Donc, ce qui veut dire qu'au-delà de tout ça, là, quand on sait ce que représente l'UFR, il ne faut pas oublier aussi que nous sommes le seul groupe parlementaire qui n'a pas reçu de financement. Voilà, et qui d'autre a reçu le financement? Écoutez, vous avez le chef de file de l'opposition qui reçoit 500 millions par mois. Pour le chef de file de l'opposition? Voilà, le chef de file. Mais pas pour l'UFDG en tant que parti. Le président de l'UFDG dit que ça se résume à lui. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont reçu cet argent-là, mais on n'a rien reçu. Le RPG Arc-en-Ciel, est-ce que ça, c'est pas des excuses? Non, c'est pas des excuses des contre-performances politiques de votre part, de toujours dire que non, l'UFDG reçoit les financements. Encore d'ailleurs que ce financement-là, selon ce que nous avons appris, ces fameux 500 millions ont été bloqués à la veille des élections communales. Donc vous n'avez pas de preuve de dire que Sénégal Diallo a utilisé ces 500 000 pour financer ses campagnes. Selon ce que vous recevez, selon ce que vous recevez, et selon ce que la réalité sont différentes. Je veux dire, donc nous sommes un groupe parlementaire très présent. Il nous a été dit que même si c'est vrai quand même si c'est vrai que c'est lui reçoit 500 millions comme chef de file de l'opposition, que probablement il pourrait l'utiliser pour l'UFDG, mais ce qui est sûr, c'est que Alpha Condé aurait fait bloquer ces 500 millions à la veille des élections communales. Donc si nous n'a pas reçu cet argent pour financer ses campagnes, donc s'il a fait un carton plein, si l'UFDG a fait un carton plein, vous ne pouvez pas dire que c'est parce qu'ils ont été financés et que vous n'avez pas été financés. Cela n'a pas commencé qu'à la veille des élections. Les 500 millions, on a commencé à libérer bien avant. Je veux dire qu'un parti politique qui doit se préparer pour les élections, il se prépare bien avant. Donc nous sommes un groupe parlementaire. Quand vous prenez les autres pays, dans les autres démocraties, quand vous représentez un groupe parlementaire quand même, et puis c'est un groupe parlementaire quand même qui n'est pas homogène. Vous avez
avez l'UPG, vous avez le PGRP, vous avez le parti de Bakar Souma qui constitue un groupe parlementaire. Voilà, nous représentons un poids politique en Guinée. Vous auriez voulu être financé? Voilà, mais écoutez, c'est tout à fait normal. Pour de ce que nous représentons, quand le gouvernement quand même prend l'argent, si l'administration utilise l'argent de l'administration pour faire sa campagne et que l'autre groupe parlementaire reçoit de l'argent à chaque fin de mois, ben quand même, il y a mais si vous dites que vous êtes... Attendez, si l'UFR dit qu'il est un parti de l'opposition et que le chef de file de l'opposition reçoit 500 millions pour cette opposition, s'il y a lieu donc que les partis de l'opposition se partagent cet argent, pourquoi vous n'allez pas vous aligner? Pourquoi vous n'allez pas vous aligner pour dire bon, on est de l'opposition, on veut notre part? Non, l'opposition elle est plurielle, hein. On a toujours dit qu'il faut sortir. Oui, mais c'est le chef de file de l'opposition plurielle. Non, mais nous ne sommes pas dans ce fil-là, s'il vous plaît. Il faut sortir de ce fil. Le chef de file de l'opposition guinéenne. Non, écoutez, je vous dis, nous ne sommes pas dans ce fil. Est-ce que dans ce fil, dans la file-là, vous avez l'UFR, est-ce que vous avez le PDN, est-ce que vous avez le BM, vous avez autant de partis qui ne sont pas dans ça. Vous n'êtes pas sûrement de l'opposition républicaine, mais c'est nous, au titre de la loi sur les partis politiques, dans un de ces articles, et je n'ai pas choisi chef de file de l'opposition. Oui, mais écoutez, aujourd'hui, la question, vous êtes de l'opposition, vous ne le reconnaissez pas. On n'en viendrait pas. Écoutez, on en viendra sur la question, et aujourd'hui, la question se pose au niveau du comité de suivi. Nous avons demandé à ce qu'on revienne sur la charte des partis politiques. On en parlera parce qu'on ne peut pas estimer. L'opposition doit être plurielle. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le débat guinéen est plus difficile. Dans les autres pays, je prends l'exemple de la France, vous avez une opposition plurielle. Vous ne pouvez pas dire que Mélenchon est le chef de file de l'opposition, ou c'est Marine Le Pen, ou c'est le socialiste. Oui, mais après, vous partez loin. Je prends cet exemple. Oui, mais écoutez, au Mali, il y a un chef de file. Nous inspirons. Au Mali, il y a un chef de file de l'opposition. Il y a d'autres pays africains où la démocratie marche bien. Moi, je pense que c'est un système socio-communiste qui a été imposé, parce que quand vous parlez du Mali, quand vous parlez du Mali, vous parlez du Niger, quand même, c'est les présidents qui sont issus de l'international socialiste. C'est une façon de maîtriser votre opposition et d'avoir un regard sur lui. C'est que nous battons pour éclater cette opposition. Elle doit être plurielle et la mouvance doit être plurielle. Bien. Alors, donc, en un mot et bref, l'UFR est un parti qui se porte super bien. Oui, mais écoutez, je ne vais pas dans les excès, nous nous portons très bien, nous sortons d'une élection. C'est vrai que nous avons été victimes de beaucoup de fraudes. Moi, je l'ai toujours dit, nous sortons d'un brigandage électoral, ce n'est même pas une élection. Parce que tout ce qui s'est passé si ce n'était pas passé comme tel, on aurait fait le double, le triple de ce qu'on a, des résultats qu'on a eu. Mais, comme vous savez, dans un pays où la majorité est analphabète, où le taux de pauvreté est très ancré, voilà, donc, quand l'administration se met en branle et que les gens, les ministres, les directeurs quittent Conakry pour aller à l'intérieur, vous avez des officiers qui quittent, qui descendent dans leur village, qui demandent aux gens, écoutez, je suis ici, si vous ne votez pas pour telle personne, ou qui influence les chefs de bureau, les bureaux, ou les ministres qui distribuent de l'argent, ça devient compliqué. Ça, ce n'est pas une élection. Bien. Mais l'UFR, c'est aussi un parti quand même qui a été marqué par une grogne interne de sa jeunesse, qui a été déçu de l'établissement du parti, parce que tout de suite après ces élections que vous qualifiez de brigandage électoral, les jeunes ont senti une velléité chez les autorités du parti d'aller tout de suite avec le même RPG que vous avez accusé d'avoir tripatouillé les élections. Les jeunes n'ont pas dit parce que vous allez... D'abord, ils ont senti que vous alliez sceller une alliance avec le RPG. On n'a pas d'alliance avec le RPG. Non, pas oui, justement parce que peut-être qu'ils vous ont alerté. Non, ce qui s'est passé à l'UFR, ça se passe dans tous les partis. Un parti normal, quand vous sortez d'une élection, vous tirez les leçons. Et quand même, quand vous sortez d'une élection, vous vous dites, vous pensez que vous allez gagner ces élections-là, vous pensez que vous allez avoir des résultats quand même par endroit, et que cela ne se fasse pas ici. Les jeunes se posent des questions, parce que n'oublie pas, la nuit électorale à Matam, vous avez vu, vous étiez là, les médias étaient là, ce qui s'est passé, les gens sont arrivés avec les urnes, on a vu comment les urnes ont été saccagées par certaines gendarmeries qu'on sait venant d'où. On a empêché les gens d'arriver, de rentrer avec les vrais PV dans l'enceinte de la mairie, où ceux qui sont parvenus à faire rentrer, ça a été changé à l'intérieur, ça a offusqué les jeunes. Voilà, les gens ont voulu même manifester, et c'est sur ça que les jeunes ont demandé, sont arrivés au siège pour demander au président du parti, écoutez, nous voulons les vrais résultats, parce que nous savons que dans ces communes nous avons gagné. Oui, parce que les jeunes ont senti qu'à l'UFR, vous étiez en train peut-être de mettre ça non, pas du tout, vous savez, non, je ne le mettais pas, non, écoutez, vous savez, la jeunesse est caractérisée par ça, le président Sidi Touré allait rencontrer Alpha Condé. Non, écoutez, il allait rencontrer Alpha Condé dès le lendemain des élections. Oui, mais écoutez, ça c'est des rencontres politiques, voilà, je veux dire, on est dans un cadre politique. Voilà. Ce que je veux dire, les jeunes sont révoltés parce qu'ils estimaient que les résultats qui étaient là n'étaient pas de vrais résultats. Ils voulaient manifester, ils voulaient sortir d'avant, comme le font l'opposition républicaine. Le président attendait, utilisons les voies légales.
je suis légaliste, on va porter plainte, on va voir, on va faire en sorte qu'on se retrouve pour voir comment régler cette question-là. Et c'est ce qui s'est passé. Bien. Donc cela ne veut pas dire qu'on s'est soulevé contre un certain établissement au sein du parti. Même si on se soulève, c'est normal, les gens ont le droit quand même. Oui, parce qu'ils ont quand même mis en cause... ils ont mis en cause la responsabilité de certains cadres du parti. Oui, mais écoutez, en faisant ce soulèvement, je veux dire, au sortir d'une élection, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours certains responsables, peut-être qui ne jouent pas entièrement leur rôle, d'autres le font peut-être à 40%, d'autres à 20%, d'autres à 100%. Mais quand vous sortez des élections, vous posez les vraies questions. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Du côté du système électoral, au niveau de la CENI, qu'est-ce qui a marché? Au niveau de l'administration, qu'est-ce qui n'a pas marché? Au niveau du parti aussi, quelles ont été les petites faiblesses? Vous les corrigez. Moi, je pense que la question se pose dans tous les partis, c'est tout à fait normal. Donc, au-delà de tous ces soubresauts, aujourd'hui, on va dire peut-être que l'UFR, une fois encore, se tient sur ses pieds. Alors, donc, on va parler de l'autre sujet tout à l'heure, notamment la question électorale et les contestations, le cadre dialogue. Mais avant, je rappelle aux téléspectateurs que dans la deuxième partie de cette émission, j'aurai sur ce plateau Sourikandia Bangoura, reporter à Gangan, pour parler de ce projet d'extension de la CBG du côté de Kamsar, et je l'ai dit la dernière fois, où des jeunes du côté de Kamsar sont frustrés et leur nombre ne fait que grandir, et il faut sans doute entrevoir une sorte de soulèvement de ce côté, parce qu'ils accusent les responsables de ce projet d'extension de la CBG de recruter des étrangers sans aucune intention de chauvinisme ou de racisme, en tout cas de recruter des étrangers maliens, togolais, béninois, algériens, qui ont le même profil de mécaniciens, de chaudronniers, de soudeurs, mais qui sont tout simplement recrutés en leur défaveur. Est-ce vrai ou faux? On va regarder un élément de reportage réalisé par Kandia à Kamsar, et puis on va parler du projet GAC, Global Aluminium Corporation, qui, selon le constat de Kandia, dans sa phase d'implantation, va causer des problèmes d'ordre environnemental, mais aussi causer des problèmes aux citoyens qui sont implantés dans la zone visée par la société minière GAC. Là-dessus, on reviendra dans la deuxième partie de cette émission. Alors, je fais face au premier invité. Alors, oui, on parle à présent du cadre de dialogue. On a vu qu'après la rencontre entre le président Alpha Condé et M. Sidia Touré, donc le parti a décidé de faire son comeback au sein du cadre de dialogue. Aujourd'hui, quelle est la proposition? D'abord les griefs, parce que dans un premier temps, on a demandé à tout le monde de poser leurs griefs sur la table du comité de suivi. Quels sont les griefs de l'UFR et quelle est la démarche de solution que l'UFR propose à ces problèmes-là? Voilà, merci beaucoup. Vous avez suivi l'actualité, hein, parce que c'est les médias. Au sortir de ces élections locales, il y a eu assez de problèmes. Ouais, il y a eu des manifestations, et puis c'était jumelé un peu aux problèmes sociaux qu'on a vu liés aux problèmes d'éducation, la grève des enseignants. Donc, on était arrivé à un moment où je pense que le président de la République a eu l'idée d'appeler, de rencontrer les responsables des partis politiques, notamment les grands chefs politiques. Parce que dans ce cadre-là, le président Sidia Touré a été reçu en tant que président de l'UFR et ayant un groupe parlementaire. Vous avez vu l'image du président accompagné de Matos, qui est un parti. On a eu l'impression même que M. Sidia a peut-être mis la pression sur Alpha pour se faire recevoir, puisqu'il tenait tant à son mot, je ne sais pas, sortir de la bipolarisation de la scène politique. Donc on a l'impression que si Alpha Condé s'arrêtait à sa rencontre avec Selou, que c'est les deux partis qui existent en Guinée, non, je veux dire l'UFDG. Libre à votre impression. Mais nous avons un groupe parlementaire dans ce pays-là, un groupe parlementaire qui siège à l'Assemblée nationale. Nous sommes une force de proposition, nous avons des députés qui sont en notre sein. Vous avez vu, j'ai dit, le président a été accompagné par non seulement notre parti qui n'est pas de moindre, l'UPG, il a été accompagné par un cadre du PGRP, notamment le parti de Vacarsement. Donc nous avions nos griefs. Il y avait 4 points sur lesquels on a demandé à ce qu'on, au comité de suivi, que ces questions soient débattues. Premièrement, c'est le problème du code électoral. Tout ce que nous voyons, tout le débat aujourd'hui sur ces élections-là, c'est lié à la faiblesse, quand même, en grande partie du code électoral. Voilà, vous avez vu, si aujourd'hui l'opposition demande à ce que ces résultats-là, que l'opposition ne reconnaisse pas ces résultats et que ces résultats soient revus, mais qu'on ne trouve pas de possibilité à revoir parce que les tribunaux ont déjà statué sur ces résultats et que les résultats de fait ont été, ça c'est une faiblesse du code électoral. Vous avez vu, là aussi, on est parvenu à avoir des présidents de CACV changer les PV alors qu'ils n'avaient aucune autorisation. Donc ça de le faire, ça sont des faiblesses du code électoral. Aujourd'hui, nous sommes à 3 mois des élections locales. Mais écoutez,
l'élection des conseillers n'est pas convoquée. Et ça n'existe pas dans le code électoral. C'est une faiblesse. Donc ce sont des points... Il n'y a pas un délai, il n'y a pas un délai fixé par le code. Ça délai dans lequel on doit installer conformément les... Ça n'existe pas. Même si ça existait, on n'aurait pas pu le faire puisque vous êtes en train justement mais écoutez, de revendiquer. L'opposition républicaine dit que les élections ne se limitent pas quand même qu'à ces élections locales. Après vous avez les législatives, après vous avez la présidentielle. Donc je crois que toute faiblesse du code électoral, c'est source de conflit parce que ça viendra après. Donc, vaut mieux. Donc, c'était un grief. Deuxièmement, on a évoqué le cas de la CENI, voilà, de revoir la loi sur la CENI. La loi sur la CENI, parce qu'on sait aujourd'hui ce qui se passe au sein de cette CENI. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises vraiment qu'il faut revoir. Vous avez le cas de la CENI, vous avez, troisièmement, le problème du fichier électoral. Voilà, le fichier aujourd'hui, ce fichier qui n'est pas crédible parce qu'il y a beaucoup de doublons. Donc, si je vous écoute, pratiquement, vous avez les mêmes problèmes que l'opposition républicaine. Voilà, j'en viens. Le fichier électoral, la loi sur la CENI et les circonscriptions peut-être dans lesquelles vous avez été victime de fraude. Oui, ça c'est le contentieux électoral qui est un point. Maintenant, l'autre point qui n'a pas été évoqué par les autres, c'est le revoir la charte des partis politiques. Vous avez parlé de cette histoire d'opposition et de mouvance qu'on peut casser parce qu'aujourd'hui... Ou des chefs de file de l'opposition. Aujourd'hui, les lignes de faction politique aujourd'hui en Guinée, on rejoint les lignes de faction communautaires. Alors aujourd'hui, Mamadou Ouriba, on dit, bon, dès que tu dis, on te colle à un parti politique. À l'UFDG par exemple. Voilà, dès que tu es Mamadou Kaba, on te colle à un parti politique parce qu'on cherche à bipolariser et c'est ce qu'il faut éviter. On a estimé aujourd'hui qu'il faut éclater cela, il faut rendre cette opposition plurielle, que les gens aient la possibilité de se réclamer de l'opposition parce que c'est ça aussi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on change dans la loi sur les partis politiques? Qu'est-ce que l'UFR veut qu'on change? Non, on veut qu'il y ait que l'opposition soit plurielle et que la mouvance soit plurielle, qu'il n'y ait pas cette histoire de chef de file, de conduit. Non. Si les gens, vous pouvez être dans l'opposition, il faut avoir les mêmes idées, ne pouvez même pas partager. Aujourd'hui, cette histoire de chef de file, je ne sais pas à quel parti là-bas. Vous voulez qu'on annule, l'article? Il faut revoir la loi. Vous voulez qu'on annule l'article sur le chef de file de l'opposition en Guinée? Je pense que nous avons là, nous avons le droit quand même de faire nos propositions. Il faut revoir ça. Parce qu'aujourd'hui c'est dangereux. Aujourd'hui c'est dangereux dans la mesure où vous-même les médias, c'est sur vos ondes que les gens s'expriment. Quand vous écoutez les émissions interactives, là, quand les gens parlent, vous voyez la tendance, combien de fois ça a fissuré nos liens sociaux, combien de fois les gens sont... Ça c'est la responsabilité des partis politiques. Oui, parce qu'on a voulu sensibiliser leurs militants. Oui, bien, nous le faisons au niveau de l'UFR parce que vous avez vu, quand le coup de balai citoyen, vous n'avez jamais entendu parler d'un communicant de l'UFR parce que nous éduquons nos militants, nous les formons, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais c'est un problème guinéen, parce que quand la Guinée brûle, c'est tout le monde. Donc nous estimons qu'il faut bipolariser ça, il faut casser cette bipolarisation, il faut rendre cette opposition plurielle. Et puis quand même, quand on reviendra sur la loi sur la CENI, qu'on tienne compte de tout cela. Bien. Donc ce sont là vos propositions. En gros, vous rejoignez les autres sur les mêmes points. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous divise? Et c'est là où je viens à la menace de l'opposition républicaine de quitter le cadre de dialogue. Vous avez pratiquement les mêmes revendications, mais eux menacent de quitter le cadre si cette semaine-là, les problèmes ne sont pas résolus, y compris le contentieux électoral et peut-être les autres points liés à la CENI et au fichier électoral. Qu'est-ce que l'UFR déjà a réagi pour dire que non, c'est pas une bonne démarche de la part de l'opposition républicaine de vouloir déjà quitter le cadre de dialogue? Non, écoutez, nous sommes revenus dans ce comité de suivi là, c'était pour apporter un climat de paix, de stabilité et de confiance dans le pays. Parce que quoi que vous fassiez, s'il n'y a pas de paix, de stabilité, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Nous estimons qu'il faut continuer à trouver la solution. D'abord, au niveau de la plénière du comité de suivi, la question, il n'y a qu'un seul sujet qui a été évoqué. Pour l'instant, c'est les contentieux électoraux. Voilà, la question sur le code électoral, la question sur le fichier, la CENI ne sont pas touchés encore. Et à cet effet, il y a un comité, il y a quand même un comité ad hoc qui a été mis. Un comité paritaire, dit paritaire. Voilà, dit paritaire qui a été mis sur place. On a demandé à ce que ce comité se retrouve pour réfléchir sur la question sensible du contentieux électoral. Donc je crois que le jeudi, ils feront leurs propositions. Mais pendant ce temps, l'opposition républicaine menace de quitter parce qu'ils sentent une lenteur. Est-ce que c'est le même constat que l'UFR fait dans la démarche du comité ou bien l'UFR pense tout simplement que tout se passe bien actuellement au sein du comité de suivi? Non, je ne peux pas dire tout se passe bien ou tout se passe pas bien, c'est un dialogue politique. Ce que je veux dire, il a été question. Le comité doit se retrouver jeudi. Aujourd'hui, la commission paritaire. Voilà, paritaire. Le comité lui-même. Non, la plénière. En fait, d'accord. Le comité ad hoc doit faire un compte rendu à la plénière. Le jeudi. Voilà, le jeudi. Voilà, les propositions et les gens tireront les conséquences pour voir, comprendre si les choses ont bougé ou pas. Voilà. Tout ce que nous voulons, c'est que
qu'on se retrouve compte, parce que c'est là que dans le dialogue qu'on peut trouver la solution. C'est vrai qu'il y a eu combien de marches, combien de manifestations, on a déploré ces Guinéens qui sont morts, qui sont aujourd'hui à un chiffre vraiment qu'il n'est même pas bien de prononcer. Voilà. Mais après tout là, on se rend compte qu'il faut revenir encore autour de la table pour continuer à dialoguer, pour trouver les solutions. Moi je pense peut-être que c'est un peu prématuré, mais attendons quand même que ce comité ad hoc fasse son point de vue, son compte rendu au niveau de la plénière et qu'on sache quelle décision prendre. Nous aussi, nous attendons cela, mais peut-être qu'il y aura des solutions, on trouvera la solution, mais quand même c'est tout à fait très compliqué quand vous connaissez le contentieux électoral, dans la mesure où les juridictions de première instance se sont prononcées sur les résultats et que ces décisions sont sans recours. C'est quand même extrêmement compliqué. Donc contrairement à la démarche de l'opposition républicaine qui semble mettre une certaine pression en menaçant de quitter, l'UFR est serein et pense qu'il faut d'abord faire confiance au comité à cette phase. Bon, jusqu'au jeudi en tout cas. Écoutez, je ne dirais pas faire confiance, ne pas faire confiance. Voilà, il y a un travail qui a été demandé. Planifié. Demandé. Mais attendons que ceux auxquels on a demandé le boulot qui viennent faire leur compte rendu. Bien. À partir de ce compte rendu là, ce jour là, peut-être que vous nous entendrez. Voilà, vous entendrez l'UFR prendre sa décision pour dire non, nous estimons que le comité n'a pas travaillé comme on l'attendait, ou les décisions qui ont été prises ne nous conviennent pas, mais nous estimons qu'on doit parvenir à un compromis politique. Bien. C'est normal. Alors, mais d'ici là, parlons déjà des griefs et des approches de solutions qui est la vôtre ou qui sont les vôtres. Quand je prends l'opposition républicaine sur la question des contentieux, par exemple, ils pensent qu'il faut, dans les communes où ils pensent qu'ils ont été victimes de bourrage d'urnes ou de mise à l'écart injuste des procès-verbaux, qu'il faut aller chercher les procès-verbaux, les comparer et rétablir la vérité des urnes. L'UFR pense qu'il faut procéder comment? Parce que quant à la mouvance, par exemple, eux, ils pensent que non, procéder de la sorte, c'est violer la loi, dès lors que les magistrats dans les tribunaux se sont prononcés et que la CENI a validé définitivement ces chiffres-là. Vous, quelle est votre démarche? Vous savez, hein, c'est vrai que c'est deux positions très tranchées sur la question, mais au-delà de tout, il y a la loi. Il y a la loi qui s'impose à nous tous. Je disais tantôt, nous avons les faiblesses de ce code électoral. Peut-être qu'on aurait dû prévoir une autre saisine après la proclamation. Voilà, peut-être qu'on aurait dû prévoir dans le code électoral une autre saisine après la proclamation des résultats ou la correction des résultats par les tribunaux. Mais ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, vouloir modifier ces résultats-là, c'est violer la loi. Ça, tout le monde est clair là-dessus. Alors vous, c'est une évidence. Justement, quel schéma vous proposez? Mais non, c'est un schéma politique. Nous aujourd'hui, parce que quand je dis schéma, j'ai reçu par exemple dans ça ici qui dit que oui, même la société civile pense que il faut quand même respecter la loi à ce niveau, même si on pense que certains magistrats n'ont pas dignement travaillé. Peut-être qu'il faut attaquer leurs mauvaises prestations devant l'institution qui est censée faire ce travail, c'est-à-dire la Cour suprême. Tout à fait, le Conseil suprême de la magistrature. Ou le Conseil suprême de la magistrature, mais ne plus toucher le résultat du travail qu'ils ont fait, même s'ils l'ont mal fait. Mais selon eux, le schéma politique qui peut résoudre le problème, c'est que vous fassiez une sorte de permutation des résultats. Genre, l'UFR pense qu'elle a été lésée dans la commune de Matam. Peut-être que le RPG, quand il sera question des alliances pour mettre le maire, le RPG va jouer au neutre pour permettre à l'UFR de gagner, y compris les autres. Est-ce que c'est ce schéma que vous proposez? Parce que vous aussi, vous avez quand même des griefs, par exemple, pour Matam, effectivement, je pense Bokeh, ainsi de suite. Il y a 13 circonscriptions, dans lesquelles nous avons des griefs, nous avons des éléments de preuve. Alors si vous pensez qu'on ne doit pas toucher à la loi, pour vous satisfaire vos griefs, non, pas parce que nous pensons qu'on ne doit pas toucher à la loi elle s'impose à tout le monde, la loi reste la loi. Oui. Voilà, la loi reste la loi. La loi, même si elle est mauvaise, mais elle s'impose à vous. C'est ça le problème de la loi. C'est pourquoi vous devez vous battre pour que la loi soit correcte. Nous nous sommes battus, si vous vous rappelez, pour l'adoption de ce code électoral-là. Nous avons été le seul parti à l'UFR contre ce code-là. Voilà. À l'époque, ces deux grands partis-là étaient là, ils pensent à leur intérêt personnel, leur intérêt partisan. Voilà. Aujourd'hui, le problème se pose. Bien. Voilà. Donc, nous estimons qu'il faut arriver à un compromis politique. C'est ça la vérité. Il faut arriver à une solution. On ne touche pas au... Non, moi je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est possible? Non, au regard de la loi, aucun légaliste ne va te dire toucher la loi. Bien. Qu'est-ce que vous proposez de faire? Genre ce que la société civile a proposé là. Je pense que nous attendons le jeudi.
nous attendons le jeudi. Vous voulez rien dire voilà, avant? Non, nous attendons le jeudi que le comité ad hoc vraiment propose un schéma et nous nous prononcerons dessus. Mais l'UFR quand même aussi a proposé un schéma dans ce sens-là. Oui, mais écoutez, nous avons des délégués au sein de ce comité ad hoc. Voilà. C'est pourquoi on a mis ce comité ad hoc, parce qu'on n'a pas voulu exposer tous les problèmes au niveau de la plénière. Voilà. Si on n'a pas voulu exposer ça, je ne vois pas pourquoi on va l'exposer ailleurs. Bien. Le jeudi, on retrouvera là pour voir quelles sont les conséquences à tirer par rapport à ça. Alors, d'ici jeudi, on verra bien. Mais pour terminer, alors, justement, dites-nous, et là, parlons de votre président, Sidya Touré. Je veux dire, ses relations avec le président Alpha Condé aujourd'hui, on lit dans la presse, on entend dans l'opinion que leur amour est en train de battre de l'aile, amour politique bien entendu. Il n'y a pas d'amour en politique. Hein. En tout cas, leur relation en train de battre de l'aile, du fait sans doute qu'il y a une sorte de guéguerre, de succession qui commence déjà à l'aune de 2020. Mais avant ça déjà, la course à la primature, puisque Alpha Condé a mis tout le monde dans le suspense qu'il y a un remaniement global qui arrive. Donc, est-ce que Sidya Touré est intéressé par la primature? C'est pour cela qu'il y a cette scène de jalousie actuellement entre lui et Kassory Fofana. Deux, est-ce que ces relations sont bonnes avec Alpha Condé? Non, écoutez, il faut que les gens arrêtent. Mais je crois que le président Sidya s'est prononcé ça, à maintes reprises. Il a dit, je ne veux pas être Premier ministre de quelqu'un, je ne veux pas être le Premier, c'est clair. Hein? Si le président Sidya ne se bat pas pour être Premier, il a déjà été. Hein? En Guinée, il a apporté ses expériences, les preuves, tout le monde les a. Il veut être président de la République, il veut gouverner ce pays-là en 2020. Voilà, il veut apporter des changements, il a un programme politique qu'il a au niveau de son parti qu'il veut appliquer. Donc ce débat-là, ça n'existe nulle part. C'est exclu. Voilà, c'est exclu. Même si on mettait quelqu'un de l'UFR, pas lui, à la primature. Ça, c'est une autre question. Voilà, ça, donc sur ce point-là, vous pouvez être intéressé. Non, je ne sais pas. Si ce n'est pas la personne de Sidya, mais si c'est quelqu'un de l'UFR. Ce sur quoi je suis clair, le président Sidya, ça ne l'intéresse pas du tout. Personnellement. Il veut être président de la République, il se bat dans ce sens-là. Il a un programme politique qu'il veut appliquer en Guinée. Maintenant, il est prêt, comme il a dit, ce rapprochement politique avec Alpha, c'était d'aider Alpha à lui donner des fois des conseils sur la gestion du pays, sur certaines politiques, pour qu'il puisse avancer le pays. Mais est-ce qu'il est déçu sur ce point-là aujourd'hui, qu'il n'est pas suffisamment écouté, que ses expertises ne sont pas prises en compte, ses conseils ne sont pas pris en compte par Alpha Condé? Non, écoutez, il reviendra au peuple de juger. Hein. Le président, au sortir des élections présidentielles, l'élection présidentielle 2015, il a vu que la situation était en train de... la situation sociale était en train de s'envenimer en Guinée et que l'économie n'était pas très bonne. Il a décidé de faire un rapprochement, d'apporter des conseils. Bien. Et sur certains points, quand même, ça fait fruit. Vous avez vu le conseil sur l'anacarde, le conseil sur l'extension de l'électricité au niveau de la zone frontalière Conakry, Guinée, Côte d'Ivoire. Donc il y a beaucoup de conseils qu'il a pu apporter, mais bon, le président il ne fait que conseiller. L'application, ça revient au président de la République. Absolument. Voilà, c'est lui qui a un mandat, et c'est lui en 2020 qui dira aux Guinéens, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai pas fait, c'est pas Sidya Touré. Ils s'entendent bien en ce moment? Ben, écoutez, ils s'appellent, moi, je vois pas de problème. Je sais pas, ils s'appellent de temps en temps. En tout cas, il reste encore conseiller, je veux dire, hein, il reste encore haut représentant. Voilà, jusqu'à preuve de contraire. Voilà. Il est encore haut représentant. Bien. Alors, à moins que vous ayez un message à l'endroit des militants de l'UFR qui nous suivent en 30 secondes avant qu'on clôture cette première partie de l'émission. Oui, mais écoutez, moi je voudrais dire aux militants et sympathisants de l'UFR que l'UFR se porte très bien. Voilà, on les demande de continuer à resserrer les rangs. Aujourd'hui, les Guinéens ont compris que la solution de la Guinée, c'est avec le président Sidya. Nous avons compris que la Guinée, il y a un problème de leadership, il y a un problème de compétence, il y a un problème d'expérience. Et 2020 qui arrive dans moins de 2 ans, c'est un problème qui sera là. Il ne faut pas que les gens voient et la question générationnelle, comme j'entends dans les réseaux sociaux ou d'autres questions, la question qu'il faut, qui a la capacité de sortir ce pays-là de l'ordinaire? Qui a l'expérience et les qualités et les compétences qu'il faut pour sauver notre pays, pour nous envoyer vers une certaine émergence. Je crois qu'aujourd'hui, l'expérience de Sidya, les compétences et les qualités qu'il a, parlent en sa faveur. Donc, aux Guinéens de faire un très bon choix et de sortir vraiment de cette bipolarisation, de sortir de ces débats communautaires, de ces débats haineux et de s'orienter vers la compétence. Parce qu'il n'y a que par la compétence qu'on peut y arriver. Bien. Alors donc, on aura le temps de faire beaucoup de débats, en tout cas, sur les chances que Sidya a à l'aune de 2020 pour être à Sékou Touré. Il y a encore du temps, il y a encore quelques 2 ans. Mais d'ici là, bien d'autres réalités nous attendent, les élections législatives et tous les autres. Merci Tidiane d'être passé, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et comme annoncé, je reçois tout à l'heure, après la pause T, Sourikanya Bangoura, on va parler de Kamsar, parler de projets miniers, parler de CBG, mais aussi de GAC. A tout de suite, après la pause T.
Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Et justement, comme je l'ai annoncé sur ce plateau avec moi, Sori Kandia Bangoura. Kandia, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Alors, un focus sur le projet d'extension de CBG à Kamsar. Évidemment, nous sommes dans la phase de recrutement des ouvriers. Il se trouve justement que beaucoup de locaux, beaucoup de jeunes Guinéens du côté de Kamsar qui veulent du travail, maçons, chaudronniers, soudeurs, ainsi de suite, se plaignent comme quoi on recrute des étrangers en leur défaveur. Pourtant, il se trouve aussi que la loi permet à ce qu'on recrute des expatriés si le profil qu'on recherche n'est pas disponible sur le terrain. Est-ce que c'est le cas à Kamsar? Est-ce que les responsables de ce projet ont informé l'inspection générale du travail du recrutement de ces expatriés qui doivent, selon la loi aussi, avoir à leur côté des locaux qu'ils doivent former au bout de 4 ans pour rentrer chez eux? Toutes ces questions sont posées. En tout cas, on va aller sur le terrain d'abord. Regardez cet élément de reportage réalisé par Sori Kandia, rendu en studio en grand format par Mamadou Tanouba. Derrière, on se retrouve pour décrypter. Kamsar, la sous-préfecture minière qui a volé la vedette Afria. Cette localité de Bokeh a récemment traversé une période de turbulence due, entre autres, au manque du courant électrique, du non-recrutement des jeunes autochtones dans la plus grande compagnie minière du pays, CBG. Les jeunes de Kamsar se sentent mis à la marge. Peu d'entre eux bénéficient d'un travail à la compagnie des bauxites de Guinée. Seul le boulot de manœuvre revient au Kamsarka. Bedi ngbo na yam bedi actuellement là na die tamugo ayam comme ça qui tamugo ayam ni bebe na ni bete na ngbo ayam donc na ngban sambra mu konto kisu tu tira tira ne ba. La compétence et la qualification de la jeunesse de Kamsar pour les emplois disponibles sont minimes. Les entreprises préfèrent un personnel qualifié souvent venu des autres préfectures du pays, une situation qui ne plaît pas aux jeunes autochtones. Donner l'avantage à la jeunesse pour qu'il ait un emploi. Parce que c'est l'emploi. Quand vous entendez la paix est là, la jeunesse, tu te lèves, tu vas, tu travailles. Moi, je suis là. Je fais combien de temps à la CB, je n'ai pas un emploi. Moi, je fais des business. Je fais des business. Pourquoi ça? Des expatriés seraient même recrutés selon ce jeune habitant de Kamsar. Est-ce qu'il y a d'autres nationalités qui travaillent ici? Oui, oui. Comme ouvriers? Oui. Tels que les Sénégaliens. Il y a d'autres étrangers qui vont travailler ici, plus que nous. Vous allez trouver les autres pays qui vont venir ici en Guinée, venir travailler. Les jeunes de Kamsar sollicitent des sociétés qui exploitent les ressources minières de la localité une formation adéquate qui pourrait leur permettre d'être recrutables. Comme exemple, je prends Dapilon, il y a des sociétés, quand vous voulez recruter, vous recrutez la communauté, la jeunesse, et vous les formez pour qu'ils adaptent sur le système. Parce que c'est un système qui est là, il faut apprendre. Chaque jour, c'est la formation, c'est la formation. Mais si vous prenez seulement les étrangers, les certains emplois, vous laissez là, vous prenez la jeunesse et les manœuvres qui sont nombreux ici. Le projet d'extension de la CBG avait suscité d'espoir chez les jeunes de Kamsar. Je ne peux pas dire que les jeunes de Kamsar ne peuvent pas en bénéficier, ou bien n'en bénéficient pas. Il y a certaines personnes qui en bénéficient, et d'autres n'ont pas en bénéficié d'abord. Aujourd'hui, avoir un travail à la CBG pour un jeune de Kamsar est un véritable casse-tête. Oumar Diallo est un jeune diplômé sans emploi. Il vient de Conakry. Son objectif, décrocher un emploi à la CBG. Dans les conditions normales, la vie de Kamsar
où les citoyens de Kamsar, leur vie ne doit pas être comme nous vivons d'aujourd'hui, parce que la poussière monte, on n'en bénéficie pas. La pollution de la nature aussi s'impose. Donc là, le gouvernement doit faire leur possible, ce que les enfants de Kamsar, ou bien ce que les citoyens de Kamsar demandent pour leur amélioration de vie, d'accepter ça. La plupart de nos interlocuteurs nous ont confié que pour vite décrocher un emploi à Kamsar, il faut payer de l'argent. Quand tu déposes, il faudra que tu gestes. C'est-à-dire Tu payes l'argent pour qu'on puisse t'aider à avoir directement vite le boulot. si tu ne payes pas de l'argent? C'est pas facile d'en avoir quand même. Pour vérifier ces informations, nous avons essayé d'avoir un entretien avec le surintendant de la CBG. Namouri Kamara nous a carrément refusé. Voilà donc retour sur ce plateau. Souri Kanga, on a vu ces jeunes qui s'expriment sur la manière dont les gens sont recrutés. D'abord, quel est le constat que tu as fait en arrivant sur le terrain, sur le site de ce projet d'extension de la CBG? Oui, merci de m'avoir donné l'opportunité d'expliquer encore tout ce qui se passe au niveau de Kamsar, qui est une zone minière. Aujourd'hui, je suis allé à Kamsar sous la direction de ma rédaction, bien sûr. L'objectif était de constater effectivement si je veux dire, le projet d'extension est une réalité. Eh bien oui, c'est une réalité. Le projet d'extension de la CBG est bel et bien une réalité, parce que je suis allé, j'ai trouvé qu'ils ont commencé déjà les opérations, ils ont commencé à rembler. Il s'agit juste de mettre une sorte de terre ferme et repousser un peu la mangrove, étendre ces travaux jusqu'au niveau de l'usine. Vous savez déjà, l'usine se trouve carrément au bord de la mer. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Mais au moment où on parle d'extension, qui dit extension veut dire aussi plus de main-d'œuvre, plus de profit. Et c'est ce qui a commencé au niveau de Kamsar. Je me suis rendu effectivement à Kamsar, j'ai constaté que des étrangers sont recrutés en défaveur des locaux. Mais comment ça se passe? Il se trouve que au moment où on est en train de parler, Kamsar, dans ce projet, on utilise les pelleteuses, les camions qui transportent du sable et de la terre, et un peu de sable, et des agrégats, disons comme ça. Et il y a aussi des maçons qui doivent travailler là. Il y a des chaudronniers, des soudeurs, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des entrepôts à faire, à réaliser à ces niveaux. C'est-à-dire à cette phase du projet d'extension, on est en train de recruter des ouvriers. Des ouvriers. Mais là, quand on a annoncé d'abord le projet, le début de ce projet, bien avant la fin de l'extension, quand même les ouvriers ont accueilli ça avec beaucoup de joie. Parce qu'ils ont pensé que c'est une opportunité d'emploi pour les fils de la localité, les ouvriers nationaux et tout. Exactement, mais ils ont aussi estimé que si on estime que au sein de l'usine, ils ne sont pas qualifiés pour faire ceci ou cela, mais quand même en tant qu'ouvriers qualifiés, ils pouvaient travailler à ce niveau. Même fort malheureusement, ils ont été disons surpris de voir des étrangers, notamment des Maliens, des Sénégalais, des Burkinabés, même des Algériens. J'ai même vu des Ghanéens là sur place qui sont venus pour chercher de l'emploi. Ils ont quand même tous postulé comme ceci, mais fort malheureusement, eux, ils n'ont pas, la majeure partie des jeunes de Kamsar n'ont pas été retenus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de jeunes de Kamsar, mais ceux qui sont là-bas, le pourcentage est très faible. Bien. Et à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Quand vous venez vous postuler, selon les informations qui m'ont été données là, et vous avez suivi l'élément de reportage, tous ces jeunes qui ont parlé, et quand vous venez vous postuler, vous êtes soumis à des tests au même titre que les autres, mais après on vous fait comprendre que vous n'êtes pas qualifié pour faire ces travaux. Et j'ai cherché à rencontrer en off un des responsables de la CBG et qui m'a fait comprendre qu'on ne peut pas comparer un soudeur venu de l'Algérie par exemple à un soudeur guinéen qui est habitué à faire juste des portes, des fenêtres et bref des trucs pour la maison et peut-être des lits. Et on ne peut pas le comparer à ce Algérien qui est habitué à travailler sur des travaux de soudure métallique
et surtout qui est habitué à construire des entrepôts. Peut-être qui a fait des écoles de soudure. Des écoles de soudure et qui a réalisé quelques projets, notamment dans son pays ou ailleurs. Donc qui a plus d'expertise, plus d'expérience qu'un soudeur local. Et je lui ai demandé encore, et les autres, il dit par exemple, ce maçon qui est habitué juste à faire construire des maisons, et quel type de maisons? Parfois des maisons en terre battue, et il y a aussi des maisons bien sûr en ciment, mais il s'est limité juste là. Et tu verras que parmi tous les postulats, il n'y a aucun jeune qui a construit d'abord, qui a participé au moins à la construction d'un immeuble. Donc, comment vous pouvez penser qu'on peut prendre ces jeunes qui sont habitués à construire juste des petites maisons, comparativement à ce monsieur qui a construit des immeubles, qui a participé à l'implantation des méga-projets de bâtiments et autres dans les pays comme la Guinée équatoriale et autres, qui ont voyagé, qui ont de l'expertise. Et c'est là où je n'ai pas compris. Parce que, d'abord, le code minier de la République de Guinée privilégie l'emploi des nationaux et surtout de la population riveraine. Surtout quand il s'agit de ce genre de profil, quoi, c'est-à-dire des ouvriers. Bien sûr. Et s'ils ont estimé que ces jeunes-là qui sont là à Kamsar ne sont pas qualifiés, mais s'ils ont quand même amené des expatriés, mais quand même qu'on cherche à rapprocher ces expatriés-là, comment dire, qu'on amène des nationaux auprès des expatriés, pour que ceux-ci puissent acquérir de l'expérience, de compétences. Parce que c'est ce qui est même dit dans la loi. Voilà, si on prend un expatrié, c'est pour 2 ans renouvelable une fois, et pendant ces 4 ans, il doit avoir un national auprès de lui qui doit apprendre pour qu'après 4 ans qu'il rentre chez lui. Et supposons que ce monsieur fasse les 4 ans et qu'il a été seul, ou bien en tout cas il n'a pas été approché, ou on ne l'a pas envoyé un national auprès de lui pour que celui-ci apprenne ce qu'il sait faire déjà. Et c'est pour cela on parle de transfert de compétences. Et supposons qu'il fasse les 4 ans et qu'il rentre. Donc, celui qui est là en Guinée n'a bénéficié ni de cette connaissance de l'expatrié. Donc, l'expatrié va retourner avec toute sa compétence, alors que le Guinéen est là, il n'a pas bénéficié de cela. Donc, c'est là où je n'ai pas compris, parce qu'il faut noter que quand même les travailleurs de la CBG, en majorité, n'aiment pas communiquer avec les médias, surtout les médias. Donc, les responsables de la CBG sur place n'ont pas voulu du tout répondre aux questions. Ils n'ont pas voulu répondre aux questions. Et à ces accusations, notamment de ces jeunes. À ces accusations de ces jeunes. Je suis allé, j'ai voulu demander, j'ai présenté mon ordre de mission. On m'a dit non, il faut aller au département prévention. Le surintendant même m'a reçu, je lui ai posé mon problème, je lui ai donné l'ordre de mission. Il dit non. Il a égrené tout un tas de procédures à suivre, de celles allant dans le sens de me décourager. C'est comme ça que je juge la chose. Et ils me disent il faut que je retourne à Conakry, j'écris un courrier, un tas de trucs, alors que la chose qui se passe en matière d'information, c'est l'instantanéité qui compte quand même. Et dans cet élément de reportage, on remarque aussi que au-delà du fait que les jeunes pensent qu'on a pris des étrangers en leur défaveur, on ne leur a pas expliqué sans doute pourquoi on pense que les étrangers sont plus qualifiés qu'eux, mais l'autre aussi a parlé d'argent. C'est-à-dire que même que même s'il y a des Guinéens qui sont employés dans ce projet, ils ont d'abord payé de l'argent. Ça, c'est le constat. Ils se sont confiés aussi à toi dans ce sens. Oui, effectivement, ils se sont confiés. Certains ont accepté, comme celui qui a parlé là, de parler à visage découvert. D'autres ont préféré que j'éteigne tout, que je débranche d'ailleurs même le micro et tout. Je désinstalle même les batteries. Ils ont parlé d'argent, de corruption. Maintenant, celui qui a parlé, ils sont 2 ou 3 qui m'ont parlé de corruption. Qu'il n'y a que 2 possibilités pour un jeune de Kamsar et de Boké et autres là, parce qu'il n'a pas parlé que de Kamsar, il n'y a que 2 options pour avoir accès au travail. Soit tu as une personne bien placée au sein de la CBG et que cette personne qui te recommande, rapidement, vous venez, vous remplissez juste les formalités. Les tests ne sont que des formalités et vous venez, tu viens te remplir des formalités. Peut-être que dans les jours à venir, 2, 3 ou 4 semaines plus tard, vous êtes recruté. Ça, c'est un. De 2, il doit falloir que tu payes au minimum 10 millions, au maximum 15 à 20 millions, selon la personne avec laquelle tu vas négocier. Et si tu ne payes pas, tu n'as aucune chance. Le jeune, il a même parlé, il dit, il faudrait que tu gestes.
Je lui ai demandé, c'est-à-dire, pour qu'il le dise de lui-même. Il dit, il faudrait que tu payes de l'argent. Il dit, sinon, il dit, ce n'est pas possible. Ou ce n'est même pas possible. Et donc ça, c'est une alerte pour le grand bureau de CBG qui est à Conakry, si c'est important de le dire. Si de l'argent passe aussi par là, à Kamsa, pour recruter des ouvriers, au lieu de se baser sur leur qualification, étant donné qu'on a pris plus d'expatriés sur base de qualification, pourquoi prendre des Guinéens en leur soutirant de l'argent ou en se faisant recommander, bien entendu? La question elle est posée. Et faut-il justement qu'on parte à la rencontre des responsables de la CBG au niveau de Conakry, c'est important, mais aussi à la rencontre de l'inspecteur général du travail pour savoir est-ce qu'il est informé du recrutement massif des expatriés dans ce projet. Oui, parce que je suis allé voir, c'était pour contresigner mon ordre de mission, voir le sous-préfet. Il faut noter que le sous-préfet de Kamsa. Le Kamsa. Il a contresigné sans problème, mais j'étais dans son bureau, je l'ai écouté. Il est informé que les jeunes de Kamsa sont frustrés. Bien. Et il est informé que ça risque de péter, chose que nous ne souhaitons pas. Il risque de se faire entendre. Bien. Il est allé jusqu'à dire, moi en tout cas, je souhaiterais que l'inspecteur du travail, l'inspection du travail vienne constater les faits, parce que moi je ne vais pas cautionner cela. Il donc le sous-préfet de Kamsar souhaiterait que l'inspection du travail vienne écouter sur ce projet pour vérifier, pour voir ce qui est en train de se passer. Bien. Parce qu'il a placé un mot que je n'aimerais pas soit placé là pour éviter des problèmes. Bon, il y a de la frustration en l'air. Clair, il avait dit carrément que si jamais ça pète, il l'aurait cherché et ça va occasionner l'arrivée de l'inspection du travail. Bien. Parce qu'il faut noter que les jeunes de Kamsa, la majorité, je ne dis pas qu'ils ne sont pas employés au sein de CBG, mais le taux est nettement faible. Et quand on sait qu'aujourd'hui, au point de vue écologique, parce qu'il faut noter qu'il y a l'aspect écologique qui compte. Le climat est carrément dégradé de ce côté. Du côté de Kamsa. À partir de 12 heures, vous êtes à plus de 45 degrés à l'ombre. Il y a même une émission qui passe sur Kamsar FM aujourd'hui, allant dans le sens de l'éducation civique, sur les attitudes à prendre une fois qu'il fait chaud, quand vous êtes en chantier, et une fois que vous êtes dans le quartier, comment faire, les attitudes à adapter pour éviter des problèmes de santé. Aujourd'hui, même les gérants ou les dirigeants de la CBG sont conscients qu'il y a un impact écologique et dans le sens environnemental qui pose problème. Je ne peux pas donc comprendre que ces populations qui sont là, qui souffrent, qui respirent de la chaleur, qui respirent de l'air chaud, disons comme ça, et qui aussi il y a beaucoup de poussière. Ils sont victimes de tout ça là, l'impact négatif de la dégradation de la nature, de l'environnement. Ils sont les premiers à en pâtir, à payer les frais, et que ce soit eux qui ne bénéficient pas du tout du travail, parce que le taux d'emploi de la jeunesse de Kamsa est nettement très faible. Bien. En tout cas, c'est un dossier, disons que c'est un constat qu'on va continuer à poser, à faire, au bénéfice bien entendu des autorités, mais aussi des responsables de ce projet, pourvu que les choses soient anticipées avant qu'elles ne deviennent graves, parce que au regard de ce truc, c'est que les rangs des jeunes frustrés de ce côté grandissent. Il faut qu'on leur donne des explications pour qu'ils comprennent, ou sinon ça va péter un de ces jours. En tout cas, en autre manière, c'est l'alerte qu'on peut faire. Et l'autre sujet qu'on va aborder prochainement, mais qu'on peut déjà annoncer, c'est cette fois-ci l'autre société minière qui est aussi implantée dans la zone de Kamsar. Il s'agit de GAC, Global Alumina Corporation. Vous dites que elle est dans une phase d'installation, ou est-ce qu'elle est déjà installée? Une phase d'implantation, mais qui peut poser problème? Oui, qui peut poser beaucoup de problèmes quand on sait qu'elle est d'ailleurs implantée au cœur de Kamsar. Parce que, vous savez, Kamsar se limite à la barrière, la cité. Mais au-delà de la cité, il y a des quartiers. Des quartiers tels que Sahara, la Garvature, le Carrefour Kawas, jusqu'à Castré, parlant de Dubila. Tout ceci sont des quartiers au-delà de la cité, ou des cités tout simplement. Mais juste derrière les rails, entre les rails et la mangrove, il y avait des habitations là. Derrière les rails, il y avait donc ils ont jugé nécessaire de s'implanter, de s'installer juste derrière les rails.
Qui a la société GAC, bien sûr. C'est là ils sont en train de s'installer. Et tenez-vous bien, il y aura toutes les maisons. D'installer leur bureau, leur base ou bien... C'est la base, ils installent carrément l'entreprise là. Ils essaient de rembler aussi cette partie parce qu'il y a la deuxième voie ferrée qui doit être installée par la CBG. Juste au-delà de ceci, eux aussi ils s'installent. Et ils vont chasser tous les riverains, ils vont les déguerpir là. Ils ont commencé même à mettre des croix. Vous avez suivi l'image sur l'écran. Sur les maisons, ils ont commencé à mettre des croix. Il y a une distance de plus de 50 mètres. Ceux qui sont au-delà de 50 mètres seront dédommagés si vous êtes touchés. Ceux qui ne sont pas au-delà, ils ont estimé que vous avez dépassé la zone dangereuse. Donc, quel est le problème donc avec le projet d'implantation de GAC? Il y a l'impact écologique aussi. Le problème de climat qui va se poser là. Il y a aussi, vous avez compris que à l'arrivée de la CBG, ils ont quand même construit des cités où les riverains, les travailleurs vont travailler, vont loger, rester. Mais la société GAC n'a pas installé du tout, elle n'a pas prévu ça dans son plan de travail. Une cité pour, il n'y a pas de cité pour les travailleurs, pour le personnel. Et puis, on ne peut pas comprendre que deux sociétés de telle envergure, la CBG et GAC, tous s'installent au cœur de Kamsa. Et aujourd'hui, ça va poser beaucoup de problèmes sur le plan environnemental. C'est pour cela que j'interpelle le ministère de l'Environnement de faire attention à ces genres, parce que eux aussi ils ont leur partition à donner. Il n'y a pas que le ministère de l'Industrie, mais le ministère de l'Environnement doit faire beaucoup attention, parce que là aussi, il y aura beaucoup de choses à dire dans le prochain numéro de Café Débat, parce qu'il y a beaucoup de failles au sein de ce projet d'implantation de GAC. Donc, il faut déjà commencer à alerter d'abord le ministère de l'Environnement. C'est bien dit. On reviendra là-dessus, bien entendu, pourquoi pas à d'autres occasions. Merci, Kandia, d'être passé pour ce constat. À très bientôt. Merci. À vous, merci de votre attention. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.